Alors Dominique, tu es responsable d'une belle bande de personnes ici présentes. Grâce au CAE de l'Ain, je suis très ravi que tu aies accepté d'être là aujourd'hui parce que grâce à vous deux, vous trois, les directeurs du CAE et toi, j'ai découvert un historien de l'architecture. Je ne savais même pas que ça existait à ce point-là. Voilà. Ce qui m'a fait tilter, c'est qu'à l'arrière de tes bouquins, tu ne mets jamais la liste de ta biographie. Donc j'ai essayé de comprendre, et puis j'ai découvert qu'il y a un trésor. Alors les deux trésors sont là, il y a les bouquins et toi. Et donc je te remercie au nom de tout le monde d'avoir bien voulu jouer ce plaisir de séance. On va t'écouter. D'abord, je voudrais te remercier d'avoir initié cette rencontre. Je voulais remercier naturellement le directeur du CAE de l'Ain, donc Monsieur Méroninck, d'avoir organisé cette rencontre. Et puis, je voulais vous remercier vous tous de vous prêter à ce jeu. Voilà, des questions-réponses qui se passent quand même dans deux circonstances très particulières. D'abord parce que je suis gravement malade, donc s'exprimer dans ces conditions-là était un peu un pari, et je vous remercie de l'avoir accepté de le jouer. Et puis la deuxième raison à laquelle je suis très sensible, c'est que il y a 50 ans et quelques semaines paraissait le premier des livres que j'ai écrits, donc auquel là j'ai collaboré puisque nous étions. C'est un livre qui a été écrit à deux mains avec un photographe donc qui est venu compléter notre travail de rédaction, et que finalement, avec le recul, je me dis que ce premier livre, qui était un guide d'architecture contemporaine, signifiait bien finalement ce qu'allait être ma trajectoire personnelle. En tout cas, c'est de consacrer mes écrits, mes actions à la diffusion culturelle de l'architecture. Dans Guide, il y a bien cette notion de transmission, de regard d'abord, d'analyse de soi-même vis-à-vis des bâtiments, vis-à-vis de l'architecte qui les a construits, vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, mais aussi cette volonté de partager ces renseignements avec le public pour le sensibiliser à l'architecture. Et finalement, à travers les 50 ou 60 livres que j'ai pu écrire, à travers des actions de recensement de patrimoine 20e que j'ai pu conduire, des visites in situ que nous avons pu organiser, des parcours urbains que nous avons organisés, y compris avec le CAE de l'Ain, ici même à Bourg-en-Bresse. Il s'agit toujours de ça. Il s'agit toujours de mettre en relation des usagers de l'architecture avec ce qu'ils ont sous les yeux tous les jours, dans lequel parfois même ils vivent. En tout cas, pour ce qu'ils ont sous les yeux tous les jours, ils ne le remarquent pas souvent. Et donc, cette façon de désigner des bâtiments, de les remarquer, de faire partager ces observations avec le plus grand nombre, me semble extrêmement importante. Donc ça a été le fil conducteur jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je suis parfaitement heureux d'avoir accompli. Je souhaitais que nous revenions un peu sur la question des figures prospectives qui t'ont beaucoup intéressé et auxquelles tu as consacré de nombreux travaux. Il se trouve que la grande région Rhône-Alpes a été l'un des théâtres, en tout cas, d'expériences, d'expérimentations tout à fait étonnantes dans les décennies de l'après-Seconde Guerre mondiale. Finalement, d'où vient cet intérêt? Comment tu les définis? Et puis, finalement, qu'est-ce qu'elles apportent à la connaissance de l'architecture, de ce grand après-guerre qui nous intéresse aujourd'hui? Alors, paradoxalement, ce qui m'intéresse en elle, c'est l'incapacité qu'a notre société de s'emparer réellement de la question du logement. C'est-à-dire que dans le travail des prospectifs, je sépare en quelque sorte tout le travail qui a été fait sur l'habitat individuel, donc ce qui s'est traduit par des coques de différentes formes, qu'on a appelées de façon plus récente les maisons-bulles, qu'on a regroupées sous ce générique, mais qui sont finalement des recherches sur des cellules
habitables, adaptés à la vie des gens des années post-68. Donc ce grand renouvellement du concept de l'habité, et qui devait conduire normalement à construire des villes. Alors c'est le moment où, on l'a oublié, mais des ingénieurs, des écologues, des environnementalistes, des philosophes, différents scientifiques commencent à se dire mais la planète, la population de la planète croît, on va vers des villes qui vont être des villes non plus millionnaires en habitants, mais en dizaines de milliers, voire en centaines de millions d'habitants. Et si on applique à ces villes nos concepts haussmanniens ou même de la ville américaine, on va manger tous les territoires, on va créer des problèmes sociaux, de conflits sociaux à l'intérieur des villes absolument immaîtrisables. Donc il faut repenser la ville. Et repenser la ville, c'est ce à quoi ils se sont attaqués, et notamment en se disant il faut industrialiser la production des logements. Donc industrialiser, ça veut dire passer par les usines, et ça veut dire passer par le matériau de l'époque, le plastique. Et donc ils vont beaucoup travailler là-dessus. Ça va pas être les architectes qui interviennent dans la région Rhône-Alpes, donc essentiellement Claude et Pascal Ozerman, un peu Antilevac, Daniel Gratalou en Suisse, Jean-Louis Chanéac naturellement depuis sa base d'Aix-les-Bains, réfléchissent à ce que peut être cette ville de demain, mais ils le font avec des architectes anglais, des architectes américains, etc. Et finalement, ces dizaines de dessins, ces milliers de réflexions qu'ils vont conduire, leurs écrits, vont passer sous le boisseau. On va les enterrer, on va jamais y revenir. Et finalement, on va redécouvrir ces problématiques il y a 20 ans à peu près. On va se dire, mais voilà, on fait fausse route. Et comment repenser une relation harmonieuse entre l'habitat, l'environnement, la ville, l'environnement. Et on va donc perdre finalement une 50aine d'années en oubliant ce regard-là. Voilà, c'est ça qui m'intéresse paradoxalement. On va en reparler sans doute à propos des UP. C'est cette incapacité qu'a notre société à s'emparer du problème du logement collectif et de le résoudre. Et nombre de questionnements sont d'actualité aujourd'hui. Forcément, puisqu'on est en pleine réflexion sur l'évolution de cette planète, la place des hommes sur cette planète. Mon avis, si je devais le donner, ça serait plutôt de dire que je trouve que nous sommes peu scientifiques, c'est-à-dire que d'un côté, des scientifiques depuis des années et des années étudient les périodes de glaciation ou les périodes de réchauffement de cette planète avant que les hommes l'habitent, avant que les hommes ne puissent développer de la pollution à laquelle on attribue aujourd'hui une partie des malheurs qui nous arrivent sur le plan de l'évolution du climat. Mais en tout cas, cette partie scientifique, on l'oublie pour rentrer dans une sorte de prêchi-prêcha qui me rappelle un peu la grande peur de l'an 1000, la grande peur de l'an 2000, et qu'on exploite plutôt sous une forme commerciale parce que il faut isoler, il faut changer ci, il faut changer ça, il faut réparer ci, voilà. Donc on est à nouveau rentré dans un cycle de consommation sur un nouveau marché, mais en tout cas en ignorant cette partie scientifique. J'avais envie de te poser une question un peu personnelle, après qu'on t'ait croisé sur beaucoup de rédactions, de notices ou d'ouvrages et d'expositions qu'on a eu la chance de pouvoir mener ensemble. Donc cette question personnelle, elle touche un peu finalement à des réalisations ou à des écoles de pensée vis-à-vis desquelles tu aurais pu éprouver autour de tes pérégrinations rhône-alpines au moins, un véritable coup de cœur. Alors, des coups de cœur, heureusement que nous en avons, parce que c'est ce qui nous fait finalement avancer dans nos recherches. J'ai eu ce grand plaisir, et j'ai toujours ce grand plaisir d'aller de découverte en découverte. Ça peut être naturellement des bâtiments, c'est le plus souvent des êtres humains, des réalisateurs, des créateurs.
Donc cet environnement-là, il est extrêmement agréable, extrêmement prégnant et extrêmement déterminant finalement dans au moins dans ma façon d'avancer dans mon travail. J'ai passé une grande partie de ma vie à Paris, puis après une grande partie de ma vie à Nantes, et je suis arrivé en région Rhône-Alpes, vierge, j'allais dire, à peu près de toute connaissance très précise du territoire. Donc j'ai ouvert grand les yeux et j'ai regardé. Et qu'est-ce que j'ai notamment vu? C'est par exemple tout le travail qu'a laissé Jean Renaudy dans la région, que ça soit dans le cadre de l'agglomération grenobloise, donc avec tout le travail tentative de créer un centre-ville à Saint-Martin-d'Air. L'autre grande découverte, ça a été naturellement Jean Renaudy, pour continuer dans cette filiation, tout le travail qu'il a fait à Givors, et de voir la difficulté aussi d'adaptation de ces logements, par ailleurs extrêmement bien conçus, extrêmement novateurs, de les faire s'adapter au mode de vie contemporain. Et pas tant des habitants, mais plutôt par les gestionnaires qui sont un peu dépourvus de solutions. C'est-à-dire qu'ils sont pris entre les normes, les conditions de financement de ces logements sociaux et d'attribution donc de ces logements sociaux selon des normes de surface, de loyer, etc. Et donc il y a là un déséquilibre qui se crée au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire. Ça a été un premier coup de cœur. Deuxième coup de cœur, à travers notamment tout le travail qu'a développé l'Union régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes, donc à la démarche Archi 2021, qui a consisté à aller chercher des éléments représentatifs de l'architecture du XXe siècle et de voir comment on les interprétait au XXIe siècle, quelle attention on leur portait, quelle transformation on pouvait leur faire vivre pour les adapter à nos usages actuels. Voilà, ça a été notamment donc dans ce cadre-là la découverte de tout le travail d'un architecte italien qui s'appelle Mazzugoni, qu'il a fait au Lioran, au Super Lioran, donc un petit cœur de station. Et un équipement collectif qui sont passés à l'abandon de l'histoire, qu'il a fallu redécouvrir à travers ce regard Archi 2021, et puis qui a amené à ce que les élus s'emparent maintenant de la question de que faire de ces bâtiments, comment les faire évoluer, comment les adapter à aujourd'hui. Donc on est dans ce type d'action que j'aime bien, où on est passé de l'abandon au fait de désigner ces bâtiments comme intéressants, va susciter l'intérêt effectivement d'élus qui vont eux-mêmes être porteurs d'un projet d'évolution de ces bâtiments. Et je pense que quand je parlais d'éveil du regard ou de transmission culturelle de l'architecture, on est là dans un cadre qui me plaît, parce que voilà, j'ai le sentiment que notre mission est réussie. Ça a été le cas de la découverte d'un équipement hôtelier en pleine Ardèche, qui a été fait par un architecte parisien venu s'installer dans les années post-68 en Ardèche, donc Hubert Meignier, dont la veuve est en train de finir une monographie que je pense qui va être extrêmement intéressante, mais dont le point de relance d'intérêt a été effectivement cette action Archi 2021. Naturellement, on l'a évoqué précédemment, toute l'attention que j'ai pu porter aux architectes prospectifs, voilà, s'incarne dans de nombreux points de ce territoire, que ça soit dans l'Ain, avec les tout débuts des maisons Koch, de Pascal Ozerman pour sa propre famille, et puis c'est étendu dans le Rhône avec une réalisation d'Antilovac, dans la partie plus centrale de la région avec des réalisations ponctuelles, mais quand même qui ont été peu recensées finalement, qu'on a commencé à recenser à travers le site Archi 2021 en Haute-Loire. Voilà, il y a donc en Savoie de façon plus pérenne, de façon temporaire en Haute-Savoie, puisque ça a été plutôt sur des installations pour l'Office du tourisme à Annecy par Pascal Ozerman dans des solutions en bois. Voilà. Donc il y a ces éléments-là. Et puis
quand même ce grand vivier qu'ont été de création architecturale, hein, ce grand vivier de création architecturale qu'ont été les stations de sport d'hiver, aussi à travers Avoriaz, les Arcs, voilà. Flaine de Marcel Breuer. Donc une région extrêmement riche, à la fois d'ensemble au sens station, donc urbanisation, et puis à la fois d'objets déposés dans le territoire, jusqu'à la monographie que j'ai consacrée à Pierre Minassian, donc un des architectes contemporains basés à Lyon, qui rayonne sur l'ensemble de la région, à travers une figure un peu oubliée, qui sont les maisons individuelles, c'est-à-dire à budget conséquent. Voilà. Une autre question sur cette fois-ci, une interrogation qu'on peut se poser toujours, en particulier quand on est dans un CAUE, c'est y aurait-il de ton point de vue un déterminisme du milieu dans lequel on produit les architectures? Alors on pense au milieu rural, urbain, montagnard, etc., qui est plus peut-être favorisé plus qu'un autre, peut-être la créativité, l'audace, que ce soit d'ailleurs pour des programmes publics ou des programmes privés. C'est-à-dire on a rarement des gens comme toi qui ont eu ce regard aussi large et aussi intéressés par la prospective. J'allais dire qu'il y a une question de tempérament personnel à travers tout ça. C'est que au bout d'une dizaine d'années passées dans une région, je commence à m'ennuyer et j'ai envie de découvrir autre chose. Alors pourquoi je m'ennuie? C'est parce que quand j'arrive, exactement ce qui s'est passé en Rhône-Alpes, il y a des choses qui sautent au regard. J'ai eu le plaisir de créer une exposition consacrée aux relations entre l'architecture et les lacs. Naturellement, quand on est à Nantes ou qu'on est à Paris ou qu'on est dans la Nièvre, c'est pas des questions qu'on se pose. Construire dans les pentes, c'est effectivement typiquement quelque chose qui imprègne l'architecture, qui détermine l'architecture quand on est dans la région Rhône-Alpes. Et c'est ça qui me passionne, c'est cette découverte-là. C'est le fait que il y a un vrai déterminisme. Alors là, en l'occurrence, ce qui m'intéressait beaucoup et ce sur quoi je n'ai pas encore trouvé de réponse, c'est de voir comment, notamment ce département de l'Ain, est pris entre deux aimants absolument incroyables, qui sont d'une part Lyon et puis d'autre part toute l'agglomération genevoise. Et donc, je m'attendais à ce qu'il y ait une sorte d'aimant qui se crée et qui finalement écartèle l'un entre ces deux polarités. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas. En tout cas, je pense qu'il y a un effet, alors là, montagne, colline, qui fait que il y a eu des points d'émergence du monde contemporain, y compris l'émergence des sanatoriums d'Hauteville, par exemple, qui sont des espèces de bourgeonnements comme ça du monde contemporain à des endroits où on les attend pas forcément. Voilà, ou un certain nombre de villages de vacances qui ont été créés dans le Jura, qui portent à différentes époques, hein, notamment qui sont en plein dans le développement des villages de vacances, on va dire populaires, ou des villages de vacances, je pense à Mentières, signé par Jean-Vincent Berletier, qui sont déjà d'une autre génération, qui sont plus récents, et qui font la richesse de la diversité de l'architecture dans ce territoire. D'accord. Pente climat, plus finalement que le fait urbain directement. Je suis pas forcément le bon observateur pour répondre à ta question, mais j'allais dire que le fait urbain, il est à peu près généralisé sur l'ensemble de la France. Quand j'étais à Nantes, je suis arrivé à Nantes en 1999. Jean-Marc Ayrault était en train de développer tout le projet de l'île de Nantes, donc la reconquête des anciennes usines de production de bateaux qui avaient périclité lors de la crise économique. Voilà, là il y avait un vrai projet urbain en train de se faire sur des bases nouvelles, expérimentales quasiment, hein, puisqu'il n'y avait pas de plan d'urbanisme très déterminé comme on le faisait dans les années 60.
70, donc pas d'image prospective à vendre à la population, mais simplement un plan guide que pilotait Alexandre Chemetov sur, on va voir quels sont les projets et on va gérer progressivement l'organisation urbaine en fonction des projets qui se développent. On évoquait, Dominique, évidemment l'importance de connaître, valoriser l'architecture du XXe siècle, notamment de ce second XXe siècle, si riche et si fécond. Et finalement, que nous enseigne cette période dite des Trente Glorieuses sur notre époque contemporaine? Finalement, ça nous paraît évident, évidemment, de défendre ce patrimoine-là, cette période, mais ça n'est peut-être pas tant que ça. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne sur l'époque que nous vivons aujourd'hui? À mon avis, elle nous enseigne que les hommes peuvent être enthousiastes, heureux, portés par un moment de la société qui va de l'avant. Et pour moi, aujourd'hui, nous vivons la totale contradiction, ou en totale contradiction avec ce moment-là, c'est-à-dire que nous sommes en train de plonger dans les interdictions, dans les peurs, dans la ségrégation, dans l'obscurantisme. Et les réseaux sociaux, avec tout ce qu'ils véhiculent, ne nous auront pas facilité l'accès à la lumière, mais plutôt l'accès à tout ce qui est sombre, sinistre, inquiétant. Et ce grand moment, quand même, qu'ont été les Trente Glorieuses, c'est à la fois un développement économique, mais c'est un développement économique qui profitait à tous, qui profitait à l'ensemble de la population, qui changeait les conditions de vie de l'ensemble de la population, mais en positif. Aujourd'hui, nous vivons un enrichissement qui est totalement canalisé et qui va à l'enrichissement d'un très petit nombre de personnes, ou à l'extrême enrichissement d'un petit nombre de personnes, et à la paupérisation du plus grand nombre. Voilà. Et donc, naturellement, ça donne deux climats complètement opposés. À l'enthousiasme succède plutôt, la pesanteur. Ce que ça nous enseigne aussi, et on va sans doute y revenir à travers d'autres questions, c'est ce moment où l'État pouvait décider de politiques d'aménagement à long terme. On imagine à la fois ce que pouvaient être les projections quand on disait on va faire le Concorde, on va faire le France, on va construire des villes nouvelles, on va faire l'aérotrain, etc. C'est-à-dire qu'on était dans des projections comme ça, à la fois scientifiques, à la fois culturelles, à la fois politiques, à la fois sociétales, de grandes découvertes, de grandes innovations, et une fois de plus de choses extrêmement positives pour l'ensemble de la population. Aujourd'hui, citez-moi un projet à 30 ans d'aménagement du territoire qui ait quelque chance de se réaliser. C'est le moment où effectivement on pouvait libérer du terrain, faire les choses sans être dans cette énorme machine qui s'est mise en place à valider les projets, à contester les projets, à réduire les projets à leur part congrue, la plus congrue possible, et à ne plus avoir de perspective comme ça à longue échéance ou à moyen terme. Et c'est quand même ça qui, me semble-t-il, mobilise les hommes. Enfin, en tout cas, c'est moi ce par quoi je me sens mobilisé. Je me sentirais mobilisé si ça existait encore. Cette période également interroge notre rapport à la modernité. J'ai le sentiment qu'on était naturellement moderne et que nous ne sommes plus jamais revenus à cette idée-là. Oui, bien sûr, bien entendu. C'est pour ça que je parlais d'enthousiasme, c'est-à-dire qu'il y avait cet esprit, on admet ce qu'on ne connaît pas, on admet la nouveauté, on se plaît à vivre dans la nouveauté, on renouvelle complètement les aménagements intérieurs, on renouvelle les modes de transport, on renouvelle complètement la façon de se nourrir. Enfin voilà, on est dans la découverte des appareils électroménagers aussi. Enfin voilà. Et tout ça va de soi. Dans un grand élan collectif, effectivement, de joie, de joie de vivre. Et d'enthousiasme. Oui, on est enthousiaste à ce moment-là. Ouais. Tâchons de transmettre quelque chose de cet enthousiasme, finalement, aux générations aussi. Mais je trouve qu'effectivement, on a bien, la lumière d'un côté, l'obscurantisme de l'autre, deux moments de société que nous avons, dont nous avons vécu la fin, et puis la mise en place de la période que nous connaissons aujourd'hui, mais la mise en place lente, insidieuse,
pas très visible pendant longtemps, et puis d'un seul coup qui se révèle dans toute son ampleur. Voilà. En interrogeant le rapport du politique et de l'architecture. Bien sûr. Qui est l'un des fils conducteurs aussi de toutes les analyses que tu as menées au fil des années. Et puis, mais on va sans doute y revenir, c'est l'abandon de l'humanisme qui va avec. Voilà. L'abandon de ce moment où on pense le monde. On pense soi, mais on pense soi dans le monde. Et on va mettre en place tout un système d'évolution qui vont permettre de penser ce monde, que ce soit sur le plan du langage. On rêve à ce moment-là d'une langue unique, qui permettrait à tous les hommes de se parler, voilà, de se s'affranchir de la barrière de la langue. Donc ça, c'est tout le projet de l'espéranto. Je pense que le projet corbuséen de nouveaux systèmes de mesure est dans la même chose, parce que dans la même veine, parce que c'est le moment où on commence à se dire qu'on peut être agence française mais construire dans les pays anglo-saxons, construire en Asie, etc., et que donc il va falloir trouver un système de communication par les dimensions qui ne soit ni le système métrique ni le système anglo-saxon, et donc il faut créer quelque chose aussi, de même qu'il faut créer un nouveau langage. Enfin, on est dans cette pensée où les hommes comme ça sont vécus comme une chose exceptionnelle qui habite cette terre tous ensemble, voilà. Rêve qui est naturellement s'est effondré au fil des ans et aux barrières qu'on essaye de remettre. Et quand je parle de barrières, c'est les murs, c'est les barbelés entre pays, etc. Enfin, nous sommes quand même tombés bien bas dans cette attitude d'opposition, de fragmentation de la société, etc. On a connu dans ce pays un phénomène que j'estime curieux. À mon avis, il y a deux pays sur ce continent qui l'ont fait. Ce sont les grands ensembles, ce que nous appelons les grands ensembles, pour répondre à la croissance démographique très rapide après-guerre. Et tu esquisses l'un de ces sujets, l'un de ces exemples dans ton livre sur Breuer, mais j'aimerais bien savoir ce que tu penses de cette histoire. Vaste sujet. N'est-ce pas? Vaste sujet. Une ampleur qui te convient. J'aborderai cette réflexion sur les grands ensembles par un long zoom arrière par rapport à la société française. Je me suis souvent interrogé sur l'opprobre qui a frappé ces constructions, qu'on a appelé les UP, les grands ensembles, mais qu'on a aussi désigné sous forme de clapiers, cage à poules. On a eu de cesse, pendant des décennies, enfin pendant plusieurs décennies, de vilipender ces réalisations. Et finalement, ça pose quand même question, c'est de savoir pourquoi il y a eu toute cette pression contre ces réalisations. Et puis, cette opprobre, elle a été suivie par un grand revirement où on a privilégié les maisons individuelles. On est passé du collectif à l'individuel comme modèle absolu. Donc d'un côté, on vilipende tout ce qui est collectif et on vient repositionner l'individualité comme élément clé de la société. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les choses se passent ainsi? Il y a un côté un peu vadérétro Satanas, enfin, quand on désigne les clapiers, les cages à poules et les grands ensembles en général. Puis quand on commence à réfléchir un peu sur le sujet, on se dit quoi? Ou tout au moins, je me dis quoi? 1789 va mettre à mal tout un système qui est celui de la dominance de l'Église et de la noblesse sur le pays. Les églises sont pillées, incendiées, le clergé poursuivi, les nobles, les aristocrates subissent à peu près le même sort. Et d'un seul coup, c'est toute l'organisation d'une société qui vole en éclats. 1789, donc nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Les gens qui ont été déboussolés, donc cette organisation sociale quasiment encore féodale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tenter de se reconstituer.
Et donc ça va nous donner un 19e siècle qui va être un 19e siècle de religion, de bigoterie, de remainmise du clergé sur la société, notamment, de l'Église sur la société. On va repartir sur les vieilles notions. Et puis, arrive le premier conflit mondial, donc 14-18, qui va faire à nouveau basculer la raison des hommes et qui va aussi totalement libérer les femmes. Les hommes étant partis au combat, mourant par dizaines de milliers, par millions, la société forcément va se réorganiser en grande partie autour des femmes. Donc vous imaginez par rapport aux valeurs traditionnelles de notre société ce qu'est ce renversement par rapport aux hommes, par rapport à la disparition des hommes et à l'émergence des femmes et à la libération des femmes, la première libération des femmes. Là-dessus, à peine on se remet en route, arrive quoi? Arrive la révolution soviétique, les soviets au pouvoir, le peuple au pouvoir. Vous imaginez toujours par rapport à l'organisation traditionnelle ce que ça représente. Quel bouleversement mental, ça représente. La deuxième guerre mondiale arrive, destruction massive, et on repart sur ce système donc des grands ensembles, parce que il faut effectivement faire face à cet afflux de population. Afflux local, on transfère des campagnes vers les villes, des populations immigrées commencent à arriver, voilà. Et donc il y a besoin de loger les gens et on trouve ce système. Ce système, il est collectif. Ce système, il est à la fois une réorganisation de la société autour de nouvelles valeurs, de nouvelles relations entre les gens. On parlait tout à l'heure de l'introduction de la modernité, de l'évolution même de ce qu'est un appartement. On voit bien qu'on passe de quelque chose qui ressemble à une ferme, à quelque chose qui ressemble à un appartement contemporain. Mais le combat continue. Le combat n'est pas mort, naturellement. Donc les forces qu'on va qualifier fréquemment de réactionnaires sont toujours là. Elles sont toujours là. Et elles n'ont de cesse, finalement, de prendre leur revanche. Et leur revanche, à mon sens, ça va être la maison individuelle. Pourquoi la maison individuelle? Ça me renvoie à moi une déclaration assez surprenante que fait le maréchal Pétain quand il signe l'armistice donc avec les Allemands. Il vient au-devant du peuple français et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, écoutez, vous avez tellement péché que vous allez maintenant expier à travers les années de douleur qui vous attendent. Il le dit dans l'ordre inverse, il dit « J'ai signé un armistice, vous allez souffrir pendant des années, mais finalement, ce n'est que l'expiation des péchés que vous avez commis. » Vous imaginez un chef de l'État aujourd'hui venant au-devant de la population et disant « Écoutez, vous êtes comportés avec des mœurs tellement libres que maintenant, on va vous faire rentrer dans le rang et ce rang, ça va être la douleur de l'occupation et de la guerre. » Surprenant quand même, non? Enfin, moi, ça me surprend en tout cas. Néanmoins, de quoi est-il question? Effectivement, il est question d'en revenir au modèle paysan. Que dit le même maréchal? Il dit la France a toujours été un pays fondé sur la paysannerie. Il donne une interview à une revue américaine et il dit avant-guerre la France était paysanne, à la sortie de la guerre elle sera encore plus paysanne. Donc on n'est pas dans la projection sur la modernité, on est bien sur la projection au retour du modèle précédent, du modèle ancestral. Et à mon avis, quand le gouvernement de la France va passer des mains des gaullistes aux mains des pompidoliens, donc à Albin Chalandon qui va promouvoir les maisons qui vont finalement lui valoir enfin qui vont être désignées comme étant les chalandonnettes, on est bien dans une lutte idéologique aussi. On va quitter les grands rêves de l'après-libération pour rentrer dans une autre forme d'organisation de la société qui se rêve à nouveau par rapport aux valeurs traditionnelles. Et donc pour moi, la fin des UP, l'arrivée de Chalandon, l'arrivée des chalandonnettes, on est en plein dans ce retour volonté de retour à un modèle ancien, un modèle traditionnel de réorganisation de la société autour de ces valeurs traditionnelles.
Ça, c'est pour l'analyse globale sur les UP. Les UP, à mon avis, elles parlent de deux autres choses. Elles parlent encore de la capacité de l'État, nous l'évoquions précédemment, à organiser le territoire. C'est-à-dire que l'État, les instruments dont il dispose, peuvent encore dire j'organise tel et tel endroit du territoire pour recevoir tant de milliers de personnes. L'autre aspect, c'est la capacité qu'ont les architectes, de par leur formation qui est liée à l'école des Beaux-Arts, à s'emparer d'un site, en saisir les lignes de force et à savoir comment inscrire des volumes dans ces lignes de force. Et naturellement, si on raisonne par rapport aux villages traditionnels qui se sont construits par rapport à un terrain, doucement, lentement, au fil des ans, dominé par la figure traditionnelle du clocher, de l'église, on est là dans une organisation de masse puissante, forte en général, à une toute autre échelle que celle du village, et qui sont mises en scène par cette capacité qu'ont les architectes à analyser le site et à s'implanter dedans. Donc on est dans une démonstration encore accrue de l'émergence de cette nouvelle forme d'habitat. Voilà. Donc autant de choses qui sont perçues, qui peuvent être perçues par une partie de la population comme une provocation pure et simple. Voilà, pour tirer un premier fil sur ce sujet. Et puis peut-être une dernière question sur des démarches ou des réalisations que tu aurais pu repérer et qui puissent plus que d'autres résister finalement à l'épreuve du temps et aux effets de mode, qui est une question récurrente pour les architectes et la société, et aussi vis-à-vis des enjeux de la transition environnementale et sociale. Ça fait beaucoup de questions en une. Non, mais est-ce qu'il y en a qui sont plus porteuses de capacités comment dirais-je, d'adaptation, de résilience, comme on dit aujourd'hui, vis-à-vis de ces enjeux? Je me demandais finalement à quoi l'architecture doit avant tout résister, si elle a besoin de résister. Et je me disais que finalement c'était à ses propres usagers, à ses propres utilisateurs, très souvent. Je me souviens de l'exemple d'un établissement scolaire de l'agglomération donc de Grenoble qui avait été travaillé avec Jean Prouvé. Et la sensibilité de tout le travail de Jean Prouvé avait été détruite, mais avec les meilleures intentions du monde, par les usagers. C'est-à-dire qu'un jour, on se pose le problème on a besoin d'avoir un éclairage extérieur. C'est pas grave, on n'a qu'à passer à travers un panneau Prouvé, et puis on va brancher l'éclairage extérieur. Quelque temps après, on se dit, on a besoin de climatiser les locaux. C'est pas grave. On perce un grand trou dans un panneau Prouvé, on met un système d'appel d'air, et puis, voilà. Et puis, comme ça, de petite démarche en petite démarche, vous passez devant un bâtiment 30 ans ou 40 ans après sa réalisation, et vous dites, mais pourquoi regarder ça, quoi? C'est devenu tellement moche, tellement insignifiant, tellement, désespérant de laideur, qu'il faut vraiment s'attacher à l'œuvre de Prouvé pour se dire mais c'est du Prouvé, et essayer de retrouver l'intérêt initial de ce bâtiment. Donc ça me semble, pour l'architecture du XXe siècle, la principale épreuve à passer ou à avoir passé. Je parle pas des bétons qui à un moment ont été tous repeints, quand ils n'ont pas été réhabillés par d'autres matériaux. Et très souvent, finalement, quand on convie des gens à regarder des bâtiments du XXe, la première chose que nous avons à faire, c'est de leur montrer comment c'était à l'origine et pourquoi à l'origine c'était intéressant et comment c'est devenu quelque chose de banal, à travers toutes les transformations dont je parlais. Donc ça, pour moi, c'est plus encore que l'évolution des normes, l'évolution actuelle il faut isoler notamment par l'extérieur, etc. C'est quand même un gros problème général de relation à l'architecture. J'allais un peu méchamment dire que très souvent aussi, dans la démarche des architectes,
j'ai souvent été frappé par le fait que les usagers les ennuient. Récemment encore, j'étais en discussion avec un architecte qui me disait « Ah oui, mais je construis des immeubles de logement, je fais des grands balcons, mais naturellement, la première chose que les gens vont faire, c'est déposer leurs saloperies sur mes balcons. » Bien sûr, les appartements maintenant sont devenus tellement petits que les balcons servent d'exutoire, j'allais dire, ou de placard extérieur, hein, dans le cas. Mais ça, on le sait. Donc, j'allais dire, c'est à l'architecte de prendre, et au promoteur, hein, ou à l'organisme constructeur, de prendre en charge cette question-là, et pas de dire non, les usagers sont des gens vulgaires qui vont détruire mon œuvre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, naturellement. Voilà un peu quelques réflexions vagues et générales sur ta question. Je connais tout à fait là. On ramène à l'usage, au quotidien et à la vie, quoi. Bien sûr. C'est quand même de très bon augure. En principe, enfin pour moi, l'architecture c'est quand même le réceptacle de la vie. Donc voilà, c'est pas qu'une façade qu'on dessine. Avant tout, c'est fait pour organiser des fonctions, organiser un cadre de vie, développer la sensibilité des gens, leur donner accès à un travail raffiné sur l'espace. Et on va y revenir tout à l'heure, je pense, à propos des concours. Eh bien Dominique, ça fait plus de 20 ans qu'on se fréquente et qu'on fait œuvre de connaissances mutuelles et de découvertes. Moi, j'ai le privilège d'avoir travaillé dans un département alpin et dans un département de plaine. On a travaillé tous les deux ensemble. Alors, j'ai deux petites questions. C'est comment se fait-il que toute cette architecture que tu nous fais découvrir soit pas suffisamment valorisée? Deuxième question. Deuxième question, comment se fait-il que beaucoup d'architectes sur lesquels tu as travaillé n'étaient pas diplômés? Je pense à Chagnac, je pense à Pinsard, je pense qui sont quand même des maîtres de l'architecture. Alors, je vais commencer par le deuxième volet de tes questions. Pas diplômé. Je pense que c'est aussi une des caractéristiques de cette profession d'architecte, que d'avoir plusieurs modes d'intégration des professionnels dans son orbite d'exercice. Les commis d'architectes devenant, se professionnalisant, repassant par un cycle d'études et devenant architecte, ça a été et ça reste un mode d'exercice, enfin d'accès à la profession. L'accès par la voie royale que sont les écoles d'architecture reste naturellement la voie privilégiée. Et à part ça, on a eu aussi à un moment, la loi elle-même a favorisé ce passage du statut de maître d'œuvre au statut d'architecte. Il y a eu des commissions qui ont permis de reconnaître la qualité d'exercice de certains intervenants, j'allais dire, qui n'étaient pas architectes, et de les reconnaître, effectivement, de leur accorder le titre d'architecte. Et ce système-là continue encore aujourd'hui. Donc nous avons une profession avec différents modes d'accès à son exercice. Voilà. Et je pense que c'est ce qui fait aussi partie de sa richesse, et ce qui permet à des gens de débuter de façon, j'allais dire, simple. Ça a été le cas, par exemple, de Jean-Louis Chagnac, qui est sorti d'une école qui était plutôt une école de constructeurs, de bâtisseurs, une école technique, et puis qui a transféré cette technique à l'espace, et puis a développé tout un travail sur l'espace, et s'est senti bien dans cette relation-là, et est devenu architecte à part entière. Après, pourquoi les réalisations ne sont pas remarquées, ne sont pas désignées comme intéressantes? D'abord parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Nous sommes dans un pays qui a un passé riche, hein, voilà. Donc naturellement, l'histoire pèse de tout son poids. On y reviendra tout à l'heure sans doute. Et sur l'accueil fait à la modernité, ou la difficulté d'accueillir la modernité. Et puis
Et puis finalement, qu'est-ce qu'on apprend aux gens à regarder à travers la presse non spécialisée, s'entend? C'est quelques œuvres héroïques, c'est-à-dire ce qui est signé de quelques grands noms de l'architecture, mais absolument pas ce qui fait le quotidien de l'architecture. Et c'est ce que j'aime beaucoup à travers un certain nombre de figures de professionnels locaux, c'est que c'est eux qui font le cadre de vie quotidien des gens finalement. Quand Jean Nouvel ou quelques autres déposent de grands bâtiments dans les grandes métropoles urbaines, ils font œuvre de création, ils font œuvre effectivement de créateurs contemporains, ils marquent de leur empreinte un espace, et puis voilà, le décor de vie quotidien, c'est pas eux qui le font. C'est beaucoup plus, à mon sens, des architectes qui en général vont rester anonymes ou être peu connus, mais c'est dans ce décor-là que les gens vivent. Et à mon sens, c'est assez normal que le parcourant tous les jours, ils ne le vivent pas de façon détaillée, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas tel et tel bâtiment. Je pense qu'ils vont plutôt regarder des espaces au sens général du terme, mais pas attacher leur regard à tel ou tel bâtiment. Et c'est un peu en tout cas comme ça que j'ai conçu mon travail, c'est plutôt d'aller effectivement moi-même regarder ce qui se passait dans les territoires, dans les territoires urbains ou ruraux, grandes agglomérations, petits villages de toutes les régions, et de se dire mais qu'est-ce que je remarque? Est-ce que c'est effectivement remarquable? Et à partir du moment où c'est désigné, de renseigner, d'essayer d'établir, de comprendre pourquoi c'est là, pourquoi c'est intéressant, qui l'a fait, qu'est-ce que ces personnes, que ce soit le maître d'ouvrage, ou l'architecte a réalisé d'autres, dans quelles circonstances, voilà. À quel moment de la vie collective ça correspond, à quelle évolution de la société ça correspond, et pourquoi c'est à partager en tant qu'objet de réflexion. Voilà. Ça a été un peu ça, finalement, le fil conducteur de mon travail, de travail que j'ai partagé avec un certain nombre d'entre vous et avec vous tous. Voilà. Je pense que c'est là à peu près ce qui m'a guidé dans mon regard. Ce qui a fait que j'ai effectivement pu regarder les célébrités. Je me suis plus souvent attaché à des œuvres modestes. J'allais dire pratiquement, comme on dit souvent en peinture, de deuxième couteau, pas les grands maîtres, mais voilà, plutôt ceux qui avaient créé vraiment le fondement de la vie quotidienne des gens. Donc merci Dominique de vous plier à cet exercice des questions-réponses. En tant que directeur du CIE de l'Ain, moi j'avais souhaité vous interroger aussi sur le travail mené depuis quelques années amorcé par mon prédécesseur Bruno Lugaz sur la valorisation du patrimoine du XXe siècle dans le département de l'Ain. Il y a eu tout ce travail de recherche autour de Marc et Pierre Doss, de Pierre Pinsat, de Jean-Vincent Berlotier plus récemment, mais également le travail mené dans le cadre de l'Union régionale des CIE avec le programme Archi 2021. J'aurais souhaité avoir un peu votre point de vue sur cette architecture du XXe siècle dans le département de l'Ain, en quoi elle est singulière, en quoi ces architectes, qu'on pourrait qualifier d'architectes départementaux, ont une patte particulière dans les œuvres et dans la production qu'ils ont pu avoir dans le département de l'Ain, à travers le travail que vous avez pu mener à l'échelle de ces monographies ou de l'ensemble de l'œuvre de ces quelques architectes. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la collaboration que nous avons eue et que nous continuons à avoir, c'est le temps laissé à la découverte, à l'approche. C'est cette continuité, finalement, dont les CAUE sont capables d'être porteuses. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une action ponctuelle sur un bâtiment précis, on est sur une appréhension globale d'un territoire ou d'une ville, ce que nous avons fait sur Bourg, ensemble, qui permet à la fois de naturellement repérer, de laisser le regard s'attarder sur tel et tel bâtiment qu'on peut identifier comme intéressant. Alors intéressant par rapport à quoi? C'est par rapport au stock d'images qu'on a les uns et les autres accumulés au fil de nos activités, de nos recherches, de nos déplacements.
Ça laisse le temps aussi de savoir sous quelle forme on va restituer ce regard. Est-ce que c'est en l'intégrant à un parcours urbain? Est-ce que c'est en faisant le sujet potentiel d'un livre? Est-ce que c'est qui peut être une monographie sur un bâtiment, qui peut être une monographie sur un créateur, qui pourrait être une analyse sur une époque, qui peut être un parcours urbain, qui peut être une exposition, qui peut se poser la question de comment on va restituer ce qu'on vient de trouver. Et puis de le documenter. Parce que la phase, nous en parlons rarement, mais la phase de documentation est une phase essentielle. C'est-à-dire autant, effectivement, le fait de désigner un bâtiment comme intéressant est l'acte fondateur de sa redécouverte, toute sa découverte. Mais après, toute la documentation qu'il faut réunir, le travail qu'il faut faire dans les archives, parfois dans plusieurs centres d'archives, ça peut être municipal, départemental, etc. Parfois sur plusieurs départements, parce que les documents ont pu se répartir à partir de circuits peu forcément évidents. De voir si aussi c'est une initiative locale, de voir si c'est le résultat local d'une initiative nationale, d'une politique nationale. De voir comment, par rapport à d'autres bâtiments, ce bâtiment s'inscrit. C'est-à-dire, on peut parler de mouvement moderne, par exemple, de voir qu'est-ce qu'il représente dans cette grande production du mouvement moderne. Est-ce qu'il est réellement intéressant ou pas? Même question quand on est dans les années 1930, même question quand on est dans les années 1900. Bon, c'est se dire, localement, comment est reçu ce mouvement, que représente ce bâtiment par rapport à cette réception. Qui était ce créateur? Qu'a-t-il fait d'autre? Qu'a-t-il laissé d'autre comme trace ici dans le département, dans cette ville, dans ce département, mais aussi ailleurs? Voilà, tout ça c'est à confronter, à documenter. Et puis arrive le moment de faire une synthèse, qui peut être effectivement de prendre la décision, comme nous l'avons fait à un certain moment, de se dire on fait un parcours urbain, mais non, on en fait 2, on va peut-être même en faire 3 ou 4, parce que à travers la ville, ça permet de tisser des parcours entre des points de départ, des points d'arrivée qui sont signifiants, et entre-temps, on va balayer toute une série de bâtiments que les gens voient tous les jours, mais qui ne regardent pas, qui jusqu'à présent, ils n'ont jamais regardé, et de leur expliquer pourquoi nous le regardons, et quel est le sens que ça peut avoir pour eux de le regarder aussi, dans leur connaissance de la ville, dans leur appréciation de la ville, dans les points d'ancrage qu'ils peuvent avoir pour en trouver eux-mêmes d'autres, pour s'en fabriquer eux-mêmes d'autres. Naturellement, il n'est pas question de se poser en espèce de démiurge savant, gérant toute la connaissance. Non, c'est juste comme ça instiller, distiller des points d'accroche, de connaissance, de curiosité, de développement d'une réflexion sur ah oui, j'ai vu ça, tiens, comment est ma ville, comment ça se passe. Pour qui arrive à Bourg-en-Bresse, ce qui est frappant, j'allais dire, c'est d'abord le grand vide qui est l'ancien marché. Il reste peu de villes françaises à avoir comme ça dans leur centre, parce qu'on peut considérer qu'on est encore dans le centre-ville, un espace libre aussi conséquent. C'est quelque chose que Bourg partage avec Le Mans, par exemple, où au pied de la cathédrale, on a cet immense espace qui a longtemps servi de parking. Mais ces espaces vacants, ces espaces de vacuité, c'est quand même devenu rarissime. Ce qui caractérise Bourg aussi pour moi, c'est tout ce système d'avenues et de places qui sont jamais ni traitées comme des avenues, ni jamais traitées comme des places. Voilà, on est toujours dans une sorte d'incertitude, je trouve, urbaine. Et puis, ce qui devient de plus en plus flagrant ou frappant au fur et à mesure que les années s'écoulent, c'est qu'on a largement rénové, restauré, revalorisé, requalifié, les centres-villes, et que tout ça se voit pas trop dans le centre-bourg. Il y a des trésors d'architecture, que ce soit des trésors d'architecture ancienne ou haussmannienne, néo-haussmannienne, qui sont laissés comme ça dans une sorte de déshérence, dans une sorte de décrépitude, mais qui ne sont jamais complètement de l'abandon, mais qui sont jamais non plus de la valorisation. On est dans ça vieillit doucement. Enfin, ça, pour moi, ça a quelques rapports avec l'ambiance nivernaise.
qui était cher à Bruno Lugaz aussi, c'est de se dire le temps, l'actualité du temps n'a guère de prise. On est dans quelque chose qui s'auto-gère, s'auto-alimente, mais ne regarde pas trop ce qui se passe autour. Ça, c'est la première observation. Et puis l'autre, c'est de se dire qu'il y a cette étonnante richesse naturelle tout autour de la ville, et que finalement il n'y a pas de connexion entre la ville et sa richesse, ou très peu de connexion avec son environnement naturel riche. Enfin, Bourg fonctionne quand même à la fois comme une porte d'entrée potentielle vis-à-vis de la Bresse, vis-à-vis de la Dombe, enfin des Dombes, vis-à-vis de la vallée de l'Ain. Enfin bon, on est quand même à une sorte de point stratégique, de point carrefour, mais qui ne laisse rien paraître de sa capacité à interconnecter tout l'univers dans lequel elle se situe. Voilà pour moi la lecture que j'ai spontanément de cette ville. Je me souviens du moment où elle était alors encore beaucoup plus à l'abandon, à travers notamment quelques commerces surdatés, surannés, tenus par quelques personnes âgées et très âgées même. Mais c'est une ville qui maintenant à 1 heure à peine plus de Paris, donc qui a un potentiel de développement extraordinaire et dont on sent pas comment elle compte s'en emparer. Enfin, si elle compte s'en emparer, ça reste très mystérieux pour des gens comme moi qui n'y vivent pas. Et par rapport justement des éléments d'architecture ou de patrimoine du XXe siècle, est-ce que dans la création ou la redécouverte de ces parcours à travers la ville de Bourg, est-ce qu'il y a des bâtiments qui ont particulièrement suscité votre intérêt, que vous avez redécouvert, je sais pas, des œuvres André Barrage, Jean Coupon, Jacques Perrin-Fayolle, des bâtiments qui ont une certaine singularité dans le contexte de Bourg ou qui vous ont interpellé, alors que ce soit Bourg ou peut-être d'autres communes, hein, je pense aussi au centre Aragon d'Oyonnax, et au fur et à mesure de vos recherches, qui vous ont finalement un peu interpellé ou qui ont amené des réflexions particulières de votre part ? Moi, j'aime bien être pris en défaut de connaissance, c'est-à-dire être pris en défaut d'ignorance carrément. Donc, quand vous parlez du centre culturel Aragon à Oyonnax, j'ai été frappé à quel point c'est quelque chose qui est passé en dehors des mailles du tamis du guide d'architecture contemporaine, donc mon premier ouvrage, qui est passé aussi à travers les mailles des filets des autres guides qui sont sortis depuis. Ce bâtiment est particulièrement visible dans la ville, même s'il n'est pas au centre-ville, mais quand même, c'est un vrai morceau d'architecture. Et quand il a été désigné par vos équipes comme quelque chose d'intéressant, effectivement, enfin, à partir du moment où on le regarde, qu'on se demande à quel moment il a été construit, de quoi est-il symbolique, que porte-t-il de son époque, on ne peut être que émerveillé par ce bâtiment. Voilà. Et le découvrir est un vrai plaisir. Partager cette découverte avec les gens d'Oyonnax, les élus d'Oyonnax, c'est aussi un grand moment. Enfin, j'ai fait quelques visites guidées de ce bâtiment, et de voir la façon dont les gens d'un seul coup le découvrent, le regardent, commencent à se le réapproprier. Grâce à notre propre regard, à ce qu'on peut leur apporter. Oui, ce sont des moments magiques, enfin, quand même, je trouve. Et puis après, vous tombez sur l'équipe du Géraud, donc les architectes, tout ce groupe d'architectes lyonnais dont on sait finalement pas grand-chose, et on retisse comme ça des liens entre Oyonnax, Lyon, l'environnement de Lyon, Rive de Gier, etc. Enfin, tous les problèmes qui ont pu accompagner la désindustrialisation, tout ce qui s'est posé en termes de logement social dans ces moments-là. Ça pose aussi la question de l'évolution des agences. Traditionnellement, c'est plutôt un métier solitaire. Là, on a déjà des gens qui, un peu sur le modèle du célèbre atelier AUA à Paris, se mettent en groupe, expriment des tendances politiques fortes, prennent des positions fortes, et qui sont passées à la trappe de l'histoire, enfin, dont on a oublié les noms,
Dieu sait, et je me posais même la question de savoir si en dehors de l'agglomération lyonnaise, leur nom avait jamais été connu. Or, leur travail mériterait une reconnaissance, une connaissance. Les archives commencent à être éparpillées, donc on se dit que c'est juste le moment de le faire. Mais chaque fois, ça suppose effectivement de disposer du temps, de l'espace, des budgets, parce qu'on en revient toujours aussi à la question financière. Hein. Faire une recherche, c'est long, c'est coûteux, c'est onéreux. Une publication, une exposition, ça a un coût aussi. Donc on est toujours dans ce système, envie de faire partager et en même temps des contraintes bien réelles qui existent en face de ce partage. Voilà. Donc c'est ainsi, pour revenir plus directement à votre question, que par exemple, moi qui ai beaucoup arpenté Bourg, j'ai découvert d'un seul coup qu'il y avait un immeuble fait par Pierre Doss, en plein centre-ville, qui est un immeuble remarquablement dessiné, avec un dernier étage qui offre un point de vue sublime sur la ville. C'est des vrais moments de découverte et un vrai plaisir de pouvoir les faire partager d'abord lors d'une visite, puis après de les expliquer plus longuement dans le cadre d'une publication, bien sûr. Et je pense que ça amène comme ça chaque fois effectivement un enrichissement de son propre regard, du regard de la collectivité, et que c'est en ça que c'est extrêmement positif. J'imagine que ça a été la même chose aussi sur les recherches autour de Pierre Pinsard. Quand vous êtes aussi plongé dans les archives, vous connaissez peut-être mieux son œuvre. Quand vous vous êtes plongé dans ses recherches, vous avez aussi redécouvert des bâtiments qu'il a pu construire dans l'Ain ou ailleurs, qui étaient peut-être un peu méconnus et qui méritaient aussi d'être mis en avant dans son... Mais bien sûr, on connaissait quoi de Pierre Pinsard? On connaissait Lourdes. Bon. La basilique souterraine de Lourdes, ça a été effectivement un grand moment d'architecture, avec une grande polémique pour savoir réellement qui l'avait dessiné entre Pierre Pinsard, entre Pinsard et Vago, notamment, voilà, le donné étant aussi présent dans les architectes cités. Voilà, sans qu'on ait pu vraiment éclaircir le mystère de qui avait fait quoi très, très précisément. Découvrir Ars, l'existence de Ars, c'est naturellement une correspondance directe avec des moments très particuliers que vit l'Église. Qu'est ce pèlerinage très fréquenté dans ce petit coin secret de la Bresse, enfin secret pour qu'il n'est pas inscrit dans la connaissance du département de l'Ain. Voir les questions que ça pose à l'Église elle-même, enfin entre la célébration à travers la basilique ancienne. Philippe Duffieux, qui nous a quittés, aurait pu en parler beaucoup plus savamment que moi, mais on est effectivement dans une expression triomphante de l'Église, de la foi, de la célébration de ses fondements. Et puis, d'un seul coup, on va se projeter dans un tout autre contexte. On va enterrer le bâtiment, enfin le nouveau lieu de célébration. On va accueillir des pèlerins dans un tout autre contexte, que le bâtiment d'origine. Et c'est profondément, je trouve, intéressant de se poser la question de à quoi correspond cette attitude de s'enterrer plutôt que de se mettre en majesté, de se signaler de loin. Et ça repose des questions que je ne développerai pas ici, mais de l'attitude de l'Église avant Vatican II, après Vatican II, la façon différente dont on va le vivre dans l'Ain ou en région des Pays de la Loire, par exemple, qui est une autre grande région quand même de pratique du catholicisme, et où on va décider que c'est la fin de la religion, donc on va ne plus faire de clochers aux églises, on va plutôt travailler sur l'idée qu'il restera quelques fidèles et qu'on aura des hôtels ambulants pour aller de rendez-vous comme ça dans des immeubles où se rassembleront de petits groupes de fidèles. Et on dit définitivement les églises c'est fini, et on va de fait en construire très peu. Donc c'est aussi tout ça que ça questionne, que ça remue, et que je trouve intéressant de ressoulever à propos un peu comme on le faisait à propos des grands ensembles. À quoi correspond cette période, à la fois dans l'esprit de Pierre Pinsard, qui accompagne vraiment Vatican II, et qui se confronte, ça va être la même question pour Pierre Prunet, quand on va lui demander de réaménager
le chœur de la cathédrale de Nantes, l'évêque lui dit, oui, vous allez me réaménager le chœur de la cathédrale, mais on ne sait pas encore ce que va être le cérémonial. Donc, quel espace, comment nous allons occuper l'espace de célébration que vous allez dessiner. Donc, faites-le mobile, souple, etc. Et on voit bien que dans d'autres bâtiments, dans d'autres projets qu'on soumet à Pierre Pinsard, au contraire, les choses vont être parfaitement, immédiatement délimitées, précisées. Et ces contradictions-là aussi sont intéressantes à observer. Entre la certitude, l'incertitude, l'évolution de la relation aux fidèles, on va d'un seul coup leur tourner le dos, non cesser de leur tourner le dos, on va les regarder en face, enfin voilà. C'est tout le ballet en quelque sorte de la messe qui change profondément. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement sur chaque recherche qui a été poussée sur un architecte, un collectif ou une œuvre qui amène à un parcours, etc., ça re-questionne, ça repositionne aussi l'architecte, son œuvre architecturale par rapport à des questionnements de société du moment. Si on revient aussi à l'exposition qui nous rassemble aujourd'hui sur ce travail mené par Jean-Vincent Pallotti, en quoi sa carrière, les réalisations qu'il a pu faire aussi au fur et à mesure des années ont pu questionner particulièrement un ou plusieurs aspects de notre société actuelle. Je ne sais pas quel est le regard que vous avez par rapport à l'analyse que vous avez pu faire par rapport à la carrière et à l'ensemble de l'œuvre architecturale urbaine et de Jean-Vincent et des ouvrages d'art qu'il a pu réaliser. En quoi il questionne ou il a pu questionner des éléments de société. Alors on a évoqué les concours tout à l'heure, mais peut-être d'autres sujets qui finalement émergent de ce travail de recherche. Alors, si vous permettez, je ferai juste un tout petit retour en arrière sur Ars. Ce qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui, l'Église, elle prend l'eau violemment à certains endroits. Donc les curés disent, il pleut, non pas dans ma maison comme disait Madame Savoie, mais il pleut dans mon église et c'est quand même embêtant. Quand vous retournez dans les archives, vous apercevez qu'à un moment, Pierre Pinsard écrit des courriers vengeurs à l'évêque en disant, mais écoutez, vous arrêtez les travaux à tel moment, je vous préviens, ça va être source de désordre dans le bâtiment. C'est pas maintenant qu'il faut arrêter la construction, il faut franchir tel seuil d'avancée de construction de l'édifice, et là l'édifice sera en sécurité. Or, on arrête le chantier juste au moment où effectivement il faut pas l'arrêter, et Pinsard écrit très explicitement, 20 ans avant que ça se produise, ça va être source d'infiltration dans l'église. Donc c'est aussi ça qui est étonnant à travers la lecture des documents, c'est que ça peut aussi aider à résoudre des problèmes concrets d'aujourd'hui. Bruno, qui s'occupe à présent d'une partie de l'évolution de l'Église, de cette crypte, est parfaitement au courant de ça, mais je trouve que c'est aussi instructif sur cette double dimension, à la fois de la valeur historique, mais aussi très concrètement, d'analyse de problèmes qui peuvent survenir aujourd'hui. Alors, la deuxième question est d'autant plus complexe que l'objet, le support de la question est présent. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le travail de Jean-Vincent, c'est d'abord sa diversité. C'est on voit bien qu'on n'est plus dans une mallette qu'on transporte et avec des solutions toutes préparées. On arrive dans un site et on a la réponse et c'est comme ça. Non, on sent bien qu'il y a une nouvelle approche de la relation du bâtiment à son environnement, à son contexte, proche mais aussi plus lointain. Enfin, on a une appréhension assez complexe, où tout au moins on rentre pas mal de paramètres pour analyser le contexte de la construction, qu'on va à la fois se servir de références communes, j'allais dire un peu à la mode du moment, mais qu'on va pas exprimer la mode du moment, c'est-à-dire qu'on va prendre des éléments de référence partagés par plusieurs confrères, on va les intégrer à sa propre démarche. Voilà. Et on va nourrir sa propre démarche d'éléments qui vont l'enrichir en réalité. On va pas seulement la nourrir, mais on va l'enrichir.
Et puis, on va avoir une diversité de réponses par rapport aux matériaux. On n'est pas dans le monomatériau. Hein. S'il faut que ça soit en béton, ça sera en béton. S'il faut recourir au bois, on va faire en bois. On va retrouver l'art des charpentes, notamment beaucoup. S'il faut être en mur rideau, on sera en mur rideau. Enfin, voilà, il n'y a pas de solution toute faite, toute réponse, j'allais dire toute prête, oui, au contexte. À chaque fois, on réfléchit. On est aussi, pour revenir à ce que je disais à propos des concours quand même, dans une approche assez sensible, non seulement organisatrice, raisonnée des fonctions, mais aussi sensible des espaces. Et je trouve que dans le livre comme dans l'exposition, il y a un certain nombre de photos qui en rendent compte. Il y a d'un seul coup, une relation au paysage, une relation à la lumière naturelles qui sont fortes, qui viennent redonner une dimension à la vie intérieure de l'édifice. Il y a des relations très diverses avec des bâtiments qui existent, avec des places qui sont totalement dans la vacuité. Voilà. Et il y a toujours cette volonté d'être juste, d'être existant dans une relation. Pas seulement d'être là, mais en plus de tisser une relation avec. En plus, il y a moi ce qui m'intéressait. J'ai dit que j'adore mesurer tout ce que je ne me confronter à tout ce que je ne connais pas. Je dois dire que le monde des ouvrages d'art, je ne le connaissais pas. Et donc ça a été l'émerveillement de découverte de ce que pouvait être ce travail, l'avancée de chaque de réflexion sur un ouvrage d'art, la façon d'organiser étape par étape sa réalisation, sa projection et puis sa réalisation. J'ai énormément appris. Et ça, apprendre, c'est un grand plaisir aussi. Voilà, que je pratique déjà pour moi-même avant d'essayer de le partager avec les autres. Et tout le travail qu'il a fait dans le concours malheureusement perdu du viaduc de Millau, le viaduc, tout le travail fait pour le viaduc du Chavanon, pour le pont sur la Loire, etc. C'est chaque fois un grand émerveillement de voir quelles sont les contraintes, comment on les résout, comment on va faire œuvre collective pour dépasser des limites. Le hasard de la vie a fait que j'étais dans les bureaux de Campenon-Bernard quand est tombée l'annonce de la mise au concours du pont de Normandie. Et les gens de Campenon-Bernard étaient frappés parce que c'était le double de portée de ce qu'ils avaient jamais réalisé, de ce qui avait jamais été réalisé. Et donc leur premier questionnement, c'est comment on va s'y prendre. Et ils ont trouvé la réponse qu'ils ont partagée avec Bouille à la finale. Mais ce pont existe, ce pont est magnifique. Et entre leur interrogation de départ et la beauté de la réponse apportée, vous dites, mais l'esprit humain, il est quand même capable de faire des choses exceptionnelles. Voilà. Et je trouve que à travers les maquettes, à travers les images, à travers les propos de Jean Vincent, on retrouve bien tout cet accomplissement de la pensée à travers des problèmes complexes. Où chacun vient apporter sa pierre, non pas à l'édifice, mais souvent à la pile, ou au banc. Mais il y a sans arrêt cette volonté d'explorer, d'aller plus avant, de se dépasser, qui est pour moi un des fondements de l'humanité, et qui se réalise là à travers des choses exceptionnelles. Et à tel point que finalement on se dit, mais il y a certains projets qui n'ont pas abouti, mais on a tellement envie de les voir se réaliser qu'on se dit, mais de quel site on pourrait bien trouver, autre site on pourrait bien trouver pour qu'ils se réalisent, quoi. Et le rôle de l'architecte qui ne cesse de toujours plus fragilisé finalement dans les jeux de rapport, dans les équilibres, les jeux d'acteurs. J'ai maintes et maintes fois, alors là, le développement risque d'être un peu long et un peu périphérique à nos entretiens, mais je me suis toujours étonné du fait que les architectes aujourd'hui, quand ils passent par les écoles, on leur enseigne toujours la posture héroïque de l'homme solitaire, l'espèce d'envoyé de Dieu sur terre qui est chargé de régler les problèmes des hommes. Et qui va affronter une opposition dramatique qui vont être celle des clients, des promoteurs, des services de l'État. Enfin voilà, c'est la posture de l'homme dressé face à l'adversité. Et il n'existera que s'il arrive à vaincre cette adversité.
Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? C'est que le monde environnant de l'architecte, il a quand même beaucoup changé. Des multinationales du BTP se sont créées. Les banques sont devenues des banques internationales. Donc les collectivités territoriales, pour grand nombre d'entre elles, se sont solidement outillées pour produire, pour conduire à bien leurs projets. Et l'architecte, lui, c'est toujours le bonhomme solitaire qui doit être à la fois comptable, homme de public relations, qui doit être gestionnaire de son personnel et qui en plus doit être créatif et qui doit carrément être disponible 24 heures sur 24 finalement pour son métier. Donc ça fait des êtres qui courent dans tous les sens, de concours en concours, de commande en commande, de chantier en chantier, de soirée en soirée, et qui se trouvent, à mon sens, totalement démunis par rapport à leur environnement. C'est-à-dire qu'en face, ils ont des structures qui sont capables de se payer les meilleurs DRH, les meilleurs directeurs financiers, les meilleurs stratèges économiques, les meilleurs... Et je me suis toujours demandé pourquoi ce changement de contexte n'a pas provoqué le changement des agences. C'est-à-dire pourquoi 100 architectes n'ont pas décidé d'être architectes ensemble, de façon à disposer de la structure qui leur permette d'avoir le meilleur DRH, le meilleur, d'avoir les meilleurs dessinateurs, d'avoir les meilleurs comptables, les meilleurs juristes, de s'outiller pour répondre à leur contexte. Voilà. Et je vois qu'au cours des 20 ou 30 dernières années, celles que j'ai pu côtoyer, rien n'a changé de ce côté-là. Voilà. Et je m'étonne chaque jour, chaque matin quand je me réveille, je me dis, mais comment font-ils? Comment peuvent-ils subsister en étant comme ça, tout seul, face à cet environnement de plus en plus complexe, de plus en plus contraignant, de plus en plus normé, de plus en plus... Voilà, c'est ce que je peux dire sur cette réflexion-là. Qui naturellement ne se partage pas plus, donc ne se partage mon grand étonnement vis-à-vis de l'absence de prise de position de cette profession sur les grands sujets. On revient à la création des CAUE, l'architecture est déclarée d'utilité publique. Bon, c'est à peu près ça le message. Donc ça sert la collectivité des hommes, c'est le réceptacle de notre société. Or, par exemple, si on remonte dans les 3 dernières décennies, cherchons à quel moment les architectes ont revendiqué publiquement, de façon très très organisée, très officielle, se sont adressés à la population française pour dire oui, le logement c'est la base de tout. Bon, donc revendiquons une qualité du logement, Et désormais il y aura plus de logements produits, faisons en sorte qu'il n'y ait plus de logements produits à la va-vite, dans n'importe quelle condition, réglés par des promoteurs, dont le seul intérêt, et c'est leur intérêt légitime, c'est la rentabilité financière de l'opération. Donc on n'est plus dans le bien-être des gens, on est dans un rapport surface coût de construction, rentabilité de l'investissement à XX années, pointe à la ligne. On est loin d'une revendication de l'architecture posée comme fondement de notre société. Et ça, les architectes, à mon avis, ont grand tort de ne pas le revendiquer collectivement. Certains le font au titre individuel, mais c'est jamais qu'une voix à l'occasion d'une conférence, d'une rencontre, d'un colloque, mais pas globalement la profession, qui, me semble-t-il, aurait un autre poids, un autre écho, notamment auprès du monde politique. Alors, deuxième sujet. Bon. Je sais que j'ai adoré pratiquer le concours, que j'ai connu la période où les architectes choisissaient au Rotary Club, et je crois comprendre que nous ne sommes pas forcément du même avis. Donc je suis très intéressé à t'entendre. Comme toujours dans nos organisations sociétales, on essaye de passer d'une impasse à une autre, à trouver une solution qui mette fin à cette impasse et qu'on projette comme positive. À un moment, effectivement, on est arrivé à ce que tu expliques d'un mot, c'est ce système d'organisation, de relation entre la profession, ou les individus architectes, et un réseau de relations tissées à travers un certain nombre d'organisations, que ce soit le Rotary, il y en a d'autres,
À un certain moment, ça a été le Cobati qui a fait office comme ça de rassemblement, de mise en relation des architectes avec des maîtres d'ouvrage potentiels, avec les élus, avec les entrepreneurs, avec voilà. Et à partir de là, effectivement, se constitue, on va dire, un cercle d'amabilité, qui ne favorise pas forcément la mise en compétition et le désir de progresser ou le désir d'aller voir de l'autre côté de la colline s'il y a des gens qui inventent des choses plus intéressantes que ce qu'on est en train de faire. Donc on est doucement installé dans un entre-soi de bon aloi, très très courtois, mais qui donne effectivement pas forcément une qualité architecturale à la sortie. Donc on se dit effectivement qu'il faut sortir de système, qu'il faut remettre les gens en compétition, qu'il faut réouvrir un peu cette profession à des réflexions plus amples. Et ça se double à mon sens du moment où l'État commence à réfléchir après avoir réfléchi à la déconcentration de la région parisienne, va passer à la décentralisation. Et l'État se dit, en faisant ça, je vais perdre l'initiative de la représentation architecturale. Ce que j'appelle la représentation architecturale, c'est l'image qu'on donne de la société, des services publics, à travers une architecture des édifices publics. La mission interministérielle de la qualité des constructions publiques va, à travers un certain nombre de choix, de modèles architecturaux, promouvoir cet esprit que peuvent prendre des bâtiments publics traités régionalement. Je ne sais pas si je suis clair, je me fais comprendre, mais il me semble qu'il y a là une volonté régalienne encore de dire je vais vous proposer des modèles. Alors je ne vais pas vous les imposer, certes, puisque maintenant vous êtes responsables chacun dans vos départements et vos régions, mais quand même je vais vous donner des références, de façon à ce qu'on passe pas à n'importe quoi. Et on va finalement choisir dans une sorte de panel d'architectes jeunes qui sont plutôt dans leur période ascendante dans la période ascendante de leur carrière, qui vont tenir des modèles architecturaux. Et on va doucement institutionnaliser ce système de mise en compétition des architectes. Très bien, c'est très bien, ça donne de bons résultats. Ça donne de bons résultats pendant un moment, et je trouve que ça donne des bons résultats en apparence. Plus le temps va passer, qu'est-ce qu'on constate? Que d'abord, les architectes vont se mettre à courir les concours. Donc, ça devient de véritables usines à répondre à des consultations potentielles. On n'en est même plus dans les agences aujourd'hui à choisir les concours qui sont intéressants par rapport à la philosophie de l'agence, par rapport au thème du concours, par rapport à ce qu'on peut apporter comme plus-value au concours. On est une machine à candidater parce que statistiquement, on sait que sur 100 candidatures, on va être retenu 5 fois et que c'est 5 chances, effectivement, d'obtenir potentiellement une commande. C'est déjà, je trouve, une forme de perversion quand même du métier. Deuxième chose, les délais de réponse au concours sont de plus en plus courts. Donc on est dans une attitude, je reçois le dossier du concours, j'ai 15 jours, 3 semaines, non plus pour produire une intention de réponse, mais quasiment pour produire ce qui est un avant-projet sommaire. Et naturellement, sortir un avant-projet sommaire de qualité dans des délais pareils, il faut quand même être sacrément balèze. Donc on a plus ou moins de chances de se tromper. Mais là où je trouve qu'on atteint une réelle perversion dans le système des concours, c'est qu'on repart à l'esprit Beaux-Arts. Pour moi, on est totalement retombé dans l'esprit classique des Beaux-Arts. En quoi? D'abord, il y a cette performance. Je suis bon, je suis excellent si je suis capable de faire une synthèse hyper rapide de la question qu'on me pose. Donc on est un peu dans l'attitude Grand Prix de Rome. Là, j'ai quelques heures ou quelques journées pour montrer que je peux répondre à telle et telle question de façon brillante. Et je peux, autre référence aux Beaux-Arts, c'est je vais produire une forme, je vais produire quelque chose qui va enthousiasmer qui? Un jury. Bon. Et là où on est encore plus dans l'esprit des Beaux-Arts, c'est qu'on délègue un certain nombre de professionnels pour dire ça c'est parfait, ça c'est magnifique, non ça de côté, voilà. Et on réinstitutionnalise ce mode de jugement finalement, je caricature,
bien entendu. Mais en un clin d'œil, je suis capable de désigner le bon projet. On est donc retombé dans des modalités de jugement, un prix de Rome pour moi. Et tout ça se fait au détriment de quoi? Ça se fait au détriment de la qualité de l'usage. Alors bien sûr, on va juger, au niveau du concours, on va juger de la qualité du fonctionnement d'ensemble de la proposition. On va dire oui, ça fonctionne bien, oui, telle partie est bien mise en relation avec telle autre. Voilà. Donc ça marche fonctionnellement, c'est beau esthétiquement, donc on le choisit. Très bien. Sauf que, naturellement, dans ce système-là, qu'est-ce qui passe à la trappe? C'est tout le parcours architectural. C'est-à-dire, c'est toute la qualité, toute la poésie possible des espaces architecturaux eux-mêmes. J'étais, pour revenir à ma situation présente, l'autre jour assis pendant 55 minutes dans un hall d'attente d'un hôpital, construit par une grande équipe d'architectes. Et je me disais, donc, position d'attente, et puis il y a 2 bureaux, un de secrétaire de part et d'autre. Et je me disais, nous sommes donc 3, depuis 55 minutes, à regarder un espace qui n'a strictement aucune qualité, qui est mis en couleur n'importe comment, qui est traité dans ses détails architecturaux par-dessus la jambe, et je me disais, mais si, dans l'agence réputée qui a fait cet hôpital, un collaborateur s'était assis pendant 55 minutes devant l'image de synthèse qui représente cet espace-là, naturellement qu'il l'aurait mis à la poubelle. Naturellement qu'il se serait dit, mais je suis en train de faire un truc qui est insupportable pour les gens. Pour rester dans le même registre, je me suis réveillé, donc après 2 jours de nuit cérébrale, je me suis réveillé dans une chambre. Et je me suis dit, bon, ça va, je suis pas mort. De quoi j'ai besoin, c'est de sentir l'air, c'est de voir palpiter des lumières, c'est de voir devant moi des couleurs un peu qui vous ravigorent, en fait, qui vous redonnent un peu d'énergie. Et j'étais naturellement devant un mur peint de façon insipide, avec par-dessus recollé la traditionnelle photo tirée en série qui ne représente un petit bout de paysage avec un petit olivier, etc. Enfin, un truc nullissime. Bon, ne pas sentir l'air, n'avoir de relation finalement qu'avec le passage furtif des infirmières, et vous dites, mais comment je peux reprendre le dessus dans un tel décor, dans un tel environnement? Tout est fait pour m'aseptiser, alors qu'en réalité, la seule chose dont j'ai besoin, c'est d'être stimulé, c'est de redevenir un être humain, c'est de revenir un être vivant, donc avec ses sensations. Et ça, je pense, je vais jusqu'au bout, hein, je pense que c'est une des perversités ultimes du concours. C'est-à-dire qu'à force de considérer les choses comme une carrosserie et comme un système de fonctionnement le plus parfait possible, on en oublie que ce système de fonctionnement, c'est pas le but de l'architecture. Le but de l'architecture, c'est bien de produire des espaces de qualité. Et que dans chaque espace, on ait une qualité de vie, on ait une poésie qui puisse apparaître, on puisse avoir une surprise d'éclairage, on puisse avoir d'un seul coup une relation avec l'extérieur inattendue, enfin, etc., etc. Voilà ce qui me fait me dire que les concours, ils ont eu leur raison d'être. On peut se féliciter, qu'ils existent, qu'ils aient existé, que dans certaines circonstances, ils existent, mais que ce n'est pas une panacée. Et que si on veut réintroduire une architecture de qualité au sens de l'usage, de ce qu'elle apporte à chaque être humain, il va falloir se poser sérieusement la question de comment, effectivement, comment on peut répondre. Et je pense que, en plus, ça a favorisé quoi? Ça a favorisé toute l'émergence des programmistes, des programmeurs, des programmateurs, je sais pas comment on dit, qui produisent des documents absolument parfaits, avec des figures géométriques magnifiques, Puis finalement, le résultat concret, il est celui que je suis en train de décrire, c'est-à-dire un abandon total de la qualité des espaces à vivre. Voilà pourquoi je suis sévère sur les concours. Bon, j'ai vraiment bien fait de te poser la question. Je suis pas sûr d'y avoir parfaitement répondu. Mais... Je ne vais pas balancer mon plaidoyer pour les concours, mais je vais le revisiter sérieusement. Voilà. Eh bien, écoute, ça donnera l'occasion d'autres échanges. Ouais. Tu as entièrement raison sur le temps, la gestion du temps. Ouais. On ne peut pas faire de la bonne archi dans... Ouais. Non, je te remercie vivement.
on rencontre ce problème à la sélection des candidats quand on refuse de prendre des candidats qui n'ont pas d'expérience dans le domaine concerné. Et donc à ce moment-là, effectivement, on a une brochette de gens qui sont tellement expérimentés dans le domaine concerné qui répètent leurs recettes, comme certains grands chefs de cuisine. Et chaque fois qu'on a osé prendre des candidats inexpérimentés dans le domaine concerné ou des jeunes inexpérimentés complètement dans le concours, on a eu des projets très intéressants. Et il est exact que cette histoire de vouloir avoir des architectes expérimentés dans le domaine concerné, ils croient que du coup leurs compétences et leur expérience leur permet de ne pas réfléchir. D'autant plus, effectivement, avec l'agenda qu'on leur demande. Et est-ce que Jean-Vincent Bermetier n'est pas une espèce de dinosaure en voie de disparition? J'allais dire, j'espère que non, à plusieurs Mais cet éclectisme et ce côté touche-à-tout, aussi bien des ouvrages d'art, bâtimentaires, Non, j'espère de tout cœur que non. D'abord parce que je pense qu'il continue à avoir sa place parmi les acteurs de ce monde contemporain. Et ensuite, je pense que effectivement, il y a pendant très longtemps, et je pense très souvent à la Maison Carrée, par exemple, qu'a réalisé Alvar Aalto en région parisienne, où la volonté à la fois du commanditaire, donc ce marchand de peinture exceptionnel qui était Louis Carré, et de cet architecte brillantissime qui était Alvar Aalto, c'était d'avoir une maison conçue par l'architecte, mais l'éclairage conçu par le mobilier conçu par l'architecte, l'éclairage conçu par l'architecte, les couverts conçus par l'architecte, les assiettes dessinées par l'architecte. Enfin voilà, il y avait une espèce comme ça de volonté de synthèse absolue. Je trouve que la démarche de Jean-Vincent, elle est naturellement encore bien plus riche, parce qu'on passe de l'architecture aux ouvrages d'art, et que ce lien-là, il est extrêmement important, à la fois parce que je pense, mais lui en parlerait beaucoup plus savamment que moi, que ce qu'il a appris sur les ouvrages d'art, et je le prends volontiers dans ce sens-là, a dû aussi nourrir ses projets architecturaux, et naturellement, ces projets architecturaux ont nourri son approche des ouvrages d'art et sa relation avec les ingénieurs. Voilà. Donc, cette rencontre de ces deux mondes qui étaient séparés me semble extrêmement importante, et notamment à travers tout le travail qu'il a pu accomplir. Voilà. Dans une région en plus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui me fascine, là je reviens au département de l'Ain, qui me fascine par son côté plaine, effectivement, mais surtout par son côté de montagne traversée donc par des rivières, et pas n'importe lesquelles, quand on pense au Rhône et à l'Ain, à la rivière d'Ain, donc avec la réalisation de franchissements, de barrages, qu'on ne voit pas forcément, notamment les barrages, mais qui sont extrêmement importantes aussi dans la constitution de la réalité du territoire et des objets qu'on peut remarquer sur ce territoire. Donc Dominique, pour les personnes qui vous connaîtraient pas encore, un peu expliquer votre parcours, comment vous en êtes venu à l'architecture et puis cette passion pour l'architecture maintienne. Et en deuxième question, c'était cette fragilité de cette architecture, le manque de recul, le fait qu'il y ait le label aussi 20e qui date que de 99 sans protéger les édifices, et si vous avez des regrets de bâtiments qui ont pu être disparus, de sanatorium ou autre chose, Hauteville, mais c'est un peu toutes ces questions-là. Je vais répondre en remontant les questions. Première observation, il y a un moment où naturellement, personne ne s'intéressant à rien, on a laissé partir à la benne des choses extrêmement intéressantes. Je pense notamment à Hector Guimard, donc un des grands représentants de l'Art Nouveau en France, le Castel Henriette, qui était une chose sublimissime, enfin une habitation donc particulière sublime, est parti s'est laissé détruire sans que personne ne proteste. On est là dans les années 60, la fin des années 60, le début des années 70. Il reste de ce bâtiment que quelques traces dans un film, voilà,
un film comme on les faisait dans les années 70, plutôt policier léger, où on a quelques plans. Mais donc il y a comme ça toute une série de bâtiments emblématiques qui ont disparu sans que personne ne s'en inquiète. Et puis il y a eu l'apparition d'historiens qualifiés. Je pense notamment à Bernard Marais, par exemple, qui s'est beaucoup intéressé au 19e puis au 20e, voilà, qui a accompagné l'Union régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes dans la création du premier guide d'architecture sur la région. Voilà, qui a fait un premier bilan, un premier référencement de tout un corpus de bâtiments. Et quand je disais finalement l'une des vertus des CAUE, c'est de laisser le temps au temps, c'est qu'il y a eu le temps de compréhension qu'il fallait travailler sur ce patrimoine en 20e en Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes les recherches faites par Bernard Marais, la première édition du guide, puis sa réédition, puis le moment où on s'est dit mais comment, les CAUE se sont dit mais comment continuer cette action? Est-ce que c'est sous forme d'édition? Est-ce que c'est sous une autre forme? C'est ce moment-là où j'ai accompagné les réflexions du groupe de l'UR sur qu'est-ce que ça peut être. Et finalement, on s'est plutôt orienté et nous sommes arrêtés sur l'idée d'avoir un site. Donc ce site, c'est devenu Archi 2021 et de cette temps laissé au temps à nouveau, c'est de se dire on va chaque année enrichir de quelques exemples repérés par chaque CAUE, proposés à l'UR, choisis collectivement, retenus collectivement, et puis documentés et mis en ligne. Voilà. Donc cette notion de continuité, de pérennité, elle est rare et elle est essentielle pourtant pour que les actions puissent porter leurs fruits. Voilà. Donc ça, c'est le premier plaisir de travailler avec vous, et c'est dans ce temps-là aussi que s'inscrit mon action. C'est-à-dire, je faisais état tout à l'heure du fait qu'il y a le repérage, il y a tout le temps nécessaire à documenter à la fois ce qu'est ce bâtiment, à quel moment il a été construit, par qui il a été construit, l'architecte, mais aussi les entreprises, de voir comment tout ça s'est articulé, à quel programme ça correspondait, à quel moment de développement d'une ville on est. Et puis l'architecte, qu'est-ce qu'il a construit d'autre, et voilà. Et comme ça, on va aller souvent de découverte en découverte et reconstituer la façon dont des programmes se sont venus impacter la vie des gens à certains moments. Comment des choses se sont développées ailleurs et pas du tout là. Naturellement, par exemple, si on est en Loire-Atlantique, au bord de l'océan, naturellement, la campagne de construction des 1000 piscines va guère avoir de sens. Bon, elle va avoir du sens quand on est effectivement au cœur de l'Auvergne, où là, voilà, on n'a pas de lieu vraiment accessible, si ce n'est quelques lacs, mais qui sont souvent trop froids. Donc, on va construire des piscines. On va profiter de la politique d'État pour faire. Voilà. Donc il y a tout ça à arbitrer dans notre analyse que l'on fait. Mais en tout cas, tout ça requiert du temps, et c'est ce que j'apprécie moi dans la collaboration avec les CAUE, c'est qu'à travers des publications, à travers des visites, à travers la réalisation de ce site, le temps prend, le temps de laisser du temps au temps, si je puis dire ça de cette façon-là. Et donc laisse aussi le temps au public qui est le vôtre, y compris à commencer par les élus, de s'installer doucement dans une connaissance aussi. Voilà, de pas être percuté comme ça par juste une action. Mais à travers une succession d'expositions, une succession de publications, une succession d'interventions, de comprendre, de se mettre dans un fil qui va les conduire à regarder eux aussi autrement leur territoire. Enfin, c'est au moins ce que je pense qui se passe et ce qui résulte de votre action. En ayant la connaissance qu'on peut avoir des bons choix après, au moins se positionner. Il y avait une deuxième question, c'était sur la façon dont vous organisez vos livres, qui était assez intéressante. Si vous pouvez expliquer avec les petits papiers, la façon d'avoir une vision globale sur un déroulé, des fois on ne sait pas comment ça va s'arrêter. Alors, mon travail, si je puis dire, il consiste souvent à passer donc par l'édition. Et l'édition, c'est une chaîne d'interlocuteurs. C'est-à-dire, ça commence par une relation avec un commanditaire.
Ça passe souvent aussi après par un travail avec un éditeur, puis un travail avec un graphiste. Et finalement, je suis amené à expliquer ce que j'ai dans la tête comme projet, comme organisation du livre, mais de façon totalement abstraite. Et classiquement, ce métier est organisé la relation avec l'éditeur consiste à apporter un jour une pile de textes, une pile d'images, d'illustrations, et puis lui fait la synthèse des deux avec le graphiste. Bon. Moi, j'ai un peu souhaité travailler autrement, c'est-à-dire que j'ai souhaité, dès le début de l'engagement d'un livre, de disposer d'un document qui permette de dire aux uns et aux autres, de mes interlocuteurs, à commencer par l'éditeur, voilà l'idée que je me fais du livre. Voilà l'organisation potentielle du livre. Voilà les documents dont nous disposons. Voilà les problèmes d'articulation entre différents moments du livre, du développement du livre, que nous allons devoir régler. Enfin, qui me semble, qui vont apparaître et qu'il va falloir que nous réglions. Et puis, pareil avec le graphiste. Lui dire, ben voilà, l'ensemble du livre, ça va être ça. Maintenant, vous allez faire votre métier. Il n'est pas question, je suis pas graphiste, donc je ne vais pas intervenir sur votre façon de concevoir l'ouvrage. Mais, voilà le propos général du livre. Voilà par quelle séquence nous allons passer. Voilà de quel type de document vous allez disposer. Et réfléchissons ensemble à ce que ça peut devenir. Ça, c'est quand on rentre pas dans le cadre d'une collection normée. Je pense par exemple au livre que j'ai écrit sur Louis Aretsch, sur André Wogensky, dans la collection Carnet d'architectes, donc du Centre national des monuments, du Centre des monuments nationaux plus exactement, où là tout est fixé, déterminé, donc on sait d'avance ce qu'on a à produire et comment va s'organiser le livre. Mais c'est assez rare. En général, on est plutôt dans l'invention, j'allais dire, d'un propos. Voilà, j'ai oublié de parler d'iconographe qui souvent travaille à la recherche de documents, et c'est pareil, il a besoin d'avoir une vue globale de ce que va être l'ouvrage. Donc d'où l'idée, alors sans aucune prétention artistique, graphique, et de se dire, voilà, on va faire un petit déroulé du livre. Donc sous une forme très simple, on rassemble à peu près ce qu'on va avoir je rassemble l'iconographie potentielle, je commence à organiser des séquences, et puis voilà, c'est l'ensemble du premier synopsis du livre dont on va pouvoir discuter tous ensemble autour d'une table, en étant sûr que chacun ressort de là en ayant une idée un peu précise de ce que va être ce livre. Naturellement, de ça va donner puisque ça c'était l'origine, le synopsis original du Laprade, ça va finalement se traduire sous une toute autre forme, qui est celui d'une collection de livres, voilà, avec une vraie mise en page, avec une vraie iconographie. Voilà. Mais naturellement, ça va beaucoup évoluer. On va tous travailler à améliorer la proposition d'origine. Ça va changer parce que telle image qui était prévue va pas arriver et qu'on va devoir en avoir une autre. Qu'au fil d'élaboration du livre, on va se dire mais non, telle partie, il faut qu'elle soit plus conséquente, mieux documentée, etc. Donc elle va prendre plus d'ampleur. Donc on va être obligé de réduire une autre partie pour pas passer à 250 pages quand on a juste 160 de calibré. Bon, voilà. Mais au moins, on le fait tous ensemble en conscience de ce que l'on est en train de construire. Comment je suis tombé dans l'architecture? Très simplement, comme finalement dans chaque période de ma vie, par hasard. Et j'ai toujours accordé j'ai toujours été très disponible vis-à-vis du hasard. Et il se trouve que quand j'étais sorti juste avant de sortir du lycée, je m'étais dit j'allais devenir marchand d'art. Donc j'étais intéressé par la peinture moderne et contemporaine, et je m'étais dit là, voilà, c'est là qu'est ma direction. Cette direction, je l'avais découverte déjà totalement par hasard. Et se posait la question, je suis issu d'un milieu simple, mes parents n'avaient aucune idée de comment on peut devenir naturellement marchand d'art. L'art n'ayant jamais été dans leurs préoccupations, milieu culturel non plus. Donc je me suis mis à chercher où je pouvais apprendre. Et naturellement, la Sorbonne, l'Institut d'art et d'archéologie, était un des points désignés.
Au moins, j'entendrais parler d'art. Bon, pas fort. Donc, je me suis inscrit à l'Institut d'art et d'archéologie de la rue Michelet. Et premier contact avec les enseignants, ça a été de me dire, mais jeune homme, m'a regardé de haut, on me dit, mais jeune homme, art contemporain ici, jamais. C'est clair, jamais. Peut-être au stade du doctorat, vous aurez une éventuelle ouverture, mais d'ici là, n'y comptez pas. Bon, mon enthousiasme était un peu refroidi, mais ma ligne demeurait quand même. Et je suis rentré dans une école privée, qui s'appelait l'Institut des carrières artistiques. Et il se trouve que cette école avait ça d'absolument extraordinaire, c'est que elle était ouverte à tout. Et donc vous disiez, je voudrais demain que Christo vienne faire un cours. C'était pas demain que Christo débarquait, mais c'était 3 semaines après. Vous disiez, tiens, j'aimerais bien avoir une conférence de Georges Mathieu. Oui, qu'à cela ne tienne, voilà. Nous avons été ma centaine d'élèves et moi nourris à cette facilité d'accès aux gens. Et un jour est arrivé Max Kérien, donc qui était le premier directeur de l'architecture en France, donc qui avait créé cette fonction sous le ministère d'André Malraux. Et cet homme, en l'espace de 10 minutes, a été capable, par ses propos qui s'adressaient non pas directement à moi, mais à un ensemble de jeunes, de me faire comprendre que ce que je cherchais à travers la peinture et la sculpture, c'était une relation à l'espace en réalité. Et que la vraie relation à l'espace, elle était dans l'architecture. Et c'est là où s'est ouverte une porte, pour moi, et qui s'est traduite peu de temps après, enfin 1 an après, par la mise en chantier de ce guide d'architecture, qui a été mon diplôme de fin d'études, fait avec donc Jean-Pierre Monet, qui a coécrit l'ensemble des textes avec moi, et puis Marco Crétol, donc qui a lui fait l'ensemble des photos. Et tout ça pieusement porté dans les locaux de l'architecture d'aujourd'hui, qui était à l'époque la grande revue dominante, qui venait d'être achetée. Donc André Bloch son fondateur était mort, Marguerite Bloch, sa veuve, souhaitait se dessaisir de la revue, et Jean-Louis Servan-Schreiber, donc qui était créateur du groupe de presse de l'Expansion, s'est dit tiens, il y a peut-être là une affaire à faire, donc à racheter l'architecture d'aujourd'hui. Il a mis en place un jeune éditeur délégué, donc qui était un gestionnaire très évolué, qui s'appelait Christian Saramon, qui était photographe d'origine. Et quand il a vu arriver le manuscrit, j'allais dire, du bouquin, s'est dit on édite. Voilà. Et a commencé, s'est engagé immédiatement ce passage des études à l'application concrète, à transformation de ce diplôme de fin d'études en livre. Première édition, deuxième édition, et puis j'ai été après happé par le même Christian Saramon m'a fait rentrer au sein du groupe du Moniteur des travaux publics. Voilà, donc j'ai connu aussi le fonctionnement des revues d'architecture, puisque le Moniteur des travaux publics avait racheté l'ancienne, la défunte et la très mauvaise architecture française, donc la revue qui avait été créée pendant l'occupation contre André Bloch, juif d'origine, donc on était vraiment dans des oppositions très violentes. La France française contre voilà les personnes malfaisantes. On en était vraiment là, à ce niveau de pensée, enfin redoutable, quoi, de bêtises. Et voilà. Et donc Marc-Noël Vigier, qui dirigeait à ce moment-là le groupe du Moniteur, avait ça. Et il s'est dit, je vais filer ça à des jeunes en leur disant, vous vous démerdez, vous me relevez ça, et puis voilà, faites en sorte. Moi, quand je suis rentré, on m'a dit, dans 1 an, il faut qu'on ait 10 000 abonnés. C'est une belle confiance. Oui, une confiance, voilà, enfin en même temps mise à l'épreuve un peu violente, quoi. Voilà, et la découverte de personnages comme Patrice Goulet, qui était à ce moment-là totalement engagé dans l'écriture sur l'architecture, qui était wrightien, mais qui découvrait sans arrêt des choses, des bâtiments extraordinaires, qui était un vrai précurseur dans l'observation de l'architecture en France, mais aussi dans les pays et aux États-Unis, dans les pays voisins et aux États-Unis. J'ai rencontré à cette occasion Michel Verne, immense historien aussi, féru du 19e siècle. J'ai rencontré Bernard Marais, enfin voilà, vous voyez, et progressivement comme ça ne fait qu'amplifier cet intérêt à la fois pour l'histoire et l'architecture au temps présent.
J'ai publié Alain Sarfati quand il débutait. Voilà, l'AUA, ils étaient déjà c'était déjà une agence très, très solidement constituée quand j'ai écrit sur eux. Enfin, oui, voilà. Là, c'est pas sous forme de livre, hein, c'est vraiment sous forme d'articles dans les revues. Claude Parent était aussi de la bande des jeunes trublions, voilà. Et chose extraordinaire, si vous voulez, c'est qu'il y a quand même eu un moment où cette revue redressée, en voie de redressement, avait un comité éditorial auquel assistaient vraiment un certain nombre de grands noms de l'architecture ou de grands noms de la critique architecturale. Voilà. Et ça, c'était aussi tout bonheur de se confronter à des sommités dans un cadre comme ça. D'apprentissage, parce que j'étais encore en apprentissage. Voilà. Une réponse bien longue à une question courte, mais... Ouais, c'est passionnant. Et après, une dernière question plus philosophique, c'est à quoi rêvez-vous de ville idéale, la nuit, et puis dans une réincarnation, quel métier vous souhaiteriez aboutir? Ouais, ça peut être intéressant aussi de savoir. Alors, très bizarrement, j'ai très très vite compris que dessiner n'était pas mon domaine, que créer une architecture, il valait mieux que je m'abstienne, que envisager une carrière d'architecte, il valait mieux que là, j'y renonce d'entrée de jeu. Par contre, cet intérêt pour l'architecture et le profond attrait que j'ai toujours dès que j'étais tout petit pour l'écriture, ça pouvait quand même s'emboîter l'un avec l'autre. Donc le fait est que je me suis très très vite, je suis très vite passé à l'écriture sur l'architecture. Et les villes rêvées, je rêve de villes la nuit, effectivement. J'en crée, mais à grande échelle. En général, elles sont plutôt situées sur des terrains en pente, elles sont plutôt un peu un emboîtage entre l'art nouveau et le monde moderne. Enfin, elles sont toujours très très particulières. Mais le matin, quand je me réveille, je suis naturellement incapable de prendre un crayon et de redessiner ce que j'ai rêvé. Voilà, pour répondre de façon un peu symbolique à votre question. Je recommencerai simplement. Je pense que je passerai par des bases universitaires plus solides que celles que j'ai eues. Non pas que j'ai envie de rentrer dans des circuits institutionnels. Je vois quand même bien la facilité qu'ont des collègues qui rédigent, qui publient des ouvrages sur l'architecture quand ils ont attaché à eux 20, 30, 40, 50 étudiants et la facilité que ça leur apporte pour réunir de la documentation, à avancer plus vite que je ne peux le faire moi en étant solitaire. Voilà. Mais le poids de l'institution, c'est quelque chose qui me va pas. Je suis pas taillé pour être docile. Je suis pas taillé pour qu'on me donne des instructions. Donc si c'était à recommencer, je recommencerais exactement sur les mêmes bases, simplement en musclant plus intellectuellement dans la phase amont. Voilà, histoire de gagner du temps sur. Et à quelle époque vous souhaiteriez idéalement vous projeter? Ouais. Je sais bien de vivre aujourd'hui. Non, mais moi je trouve que, si vous voulez, ces années des années 60 aux années 2020, c'est d'une telle contradiction que vous voyez passer le pendule de l'histoire à un moment, puis vous le voyez repartir dans une toute autre dimension. Et là, moi, je regarde ça avec des grands yeux éblouis en me disant, mais c'est ça l'humanité, c'est possible d'être comme ça, c'est possible il y ait une telle amnésie collective on est en train de prôner des valeurs dont on sait, aujourd'hui, dont on sait à quoi elles nous ont conduits en 39. Enfin, on est en train de faire un remake des années 30, à mon sens, extrêmement dangereux pour l'humanité. Mais on y va joyeusement. Ça n'interpelle pas grand monde de se dire, mais attention, faisons gaffe quand même à ce qu'on raconte. Cette façon de laisser se répandre des idées, d'une façon de piétiner ce qui faisait notre ossature commune, le racisme qui se développe, y compris dans les structures d'État.
dans les fonctions publiques territoriales, dans les fonctions publiques d'État, etc. C'est quand même redoutable, enfin, ce qu'on voit se passer. Voilà. Quand un député représentant du peuple vient dire ce qui a été dit au cœur de l'Assemblée nationale, que le président de la République ne tape pas du poing sur la table et se contente du fait que le gars, ce député-là, soit dispensé de sa rétribution pendant 15 jours, je trouve ça parfaitement, à la fois illustration de l'époque, mais parfaitement scandaleux. J'avais une dernière question pour vous, parce qu'on a parcouru un spectre très large, donc les 50 dernières années. Vous avez pu voir l'évolution de l'architecture et puis de toutes les pratiques qui l'environnent. On a commencé à avoir un élément de réponse avec la discussion avec Philippe Duffieux, mais 50 dernières années, qu'est-ce que vous imagineriez, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour les architectes, peut-être pour l'architecture, pour les 50 prochaines années? Qu'est-ce que vous voudriez ou vous verriez apparaître ou se développer pour le demi-siècle à venir? Qu'elle cesse d'être un sport de combat pour devenir une valeur partagée. Hein. Je faisais allusion à l'attitude héroïque quasiment d'intercesseur entre Dieu et le peuple qu'ont souvent les architectes. J'aimerais bien que ça cesse, que l'architecture soit admise, reconnue pour ce qu'elle est, donc que les architectes s'organisent eux aussi dans leur pratique professionnelle pour pouvoir vraiment exercer leur profession de façon sereine, apporter une réelle valeur ajoutée aux espaces de la vie publique ou de la vie privée. Je faisais allusion à la promenade architecturale. Et j'avais naturellement dans la pensée, par exemple, la maison que André Woganski a construite pour lui et pour Martha Pan, où à chaque instant, le regard est sollicité par un instant de travail sur la matière, un instant de relation à la couleur, un instant de relation à la lumière naturelle, un instant de regard à un reflet qu'apporte un bassin extérieur sur le béton banché d'un plafond, enfin, etc., etc., des différentes espacements volumétrie des circulations, par exemple, la qualité d'un escalier, voilà. Tout ça fait que cette petite maison palais paraît être un palais, tellement elle est riche, tellement elle apporte des sensations. Et j'opposais ça naturellement à ce que je vous racontais sur je suis assis pendant 50 minutes dans un lieu qui est tellement sordide que vous demandez bien comment il a pu être conçu comme ça. Donc oui, je pense que les architectes, ils ont encore beaucoup à apporter à notre vie collective, à chaque instant de notre vie, et j'espère qu'ils trouveront les moyens de le faire. Il y a toute une sensibilisation qui se fait, mais elle se fait au compte-gouttes. Elle est, j'allais dire, insuffisante par rapport à, quelle que soit toute l'énergie que nous mettions à le faire. Elle est très insuffisante par rapport à l'état de conscience de la population et par rapport à la masse de ce qui se produit encore aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup à faire. J'espère que ça sera fait. C'est mon seul souhait vraiment fondamental, c'est que on aille sans arrêt vers mieux pour tout le monde. Voilà. Et qu'on ne laisse pas, notamment la question du logement collectif comme ça, sous le tapis, en l'abandonnant à des promoteurs privés, à partir de quelques réponses toutes faites et d'une customisation assez fruste, on va dire, des immeubles quoi, et des espaces. Voilà. On va essayer. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois pour votre accueil, pour l'organisation de ces journées. Ça m'apporte beaucoup. En tout cas, sachez-le, y compris dans le processus de guérison. Je trouve que ces échanges sont, bienvenus, intéressants. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine avec effectivement des CAUE, des unions régionales, dont l'Union régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Et bien voilà, continuez sur cette excellente lancée.